Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le récap ciné de l'année 2025. Il y a pas mal de films au programme puisque dans le précédent récap, donc de l'année 2024, j'avais vu 10 films tout au long de l'année et là cette fois-ci il y en a 15, donc je vais essayer d'aller quand même assez vite pour que cette vidéo soit pas trop longue. Je vais également les noter sur 10, ça c'est une nouveauté par rapport au récap de l'année dernière. Et je voulais aussi préciser quelque chose, c'est par rapport au prix des places, parce qu'on le sait, le ciné ça coûte de plus en plus cher. D'ailleurs quand je vois des titres de médias qui s'interrogent pourquoi le ciné coule, etc. Pourquoi est-ce que les gens vont moins au cinéma, mais en fait quand on regarde le prix des places c'est juste hallucinant. Enfin, moi j'ai le tarif réduit pour les personnes handicapées, donc ça me permet de payer la place 5 euros, ce qui est clairement rien quand je vois le prix des places, notamment sur Pau, où on atteint vite les 11, voire 12, 13 euros la place, et apparemment dans les grandes villes c'est encore pire. Donc j'ai conscience que j'ai la chance d'aller beaucoup au cinéma, en sachant que le reste de l'année je fais pas d'autres choses, enfin je vais pas, je me justifie pas, mais je préfère préciser que par exemple moi je vais pas dans des bars boire des verres avec des potes, je vais pas à des concerts, c'est très très rare. Généralement le cinéma c'est mon petit plaisir du mois, s'il y a une séance dans le mois. Après ça arrive qu'il y ait plusieurs séances par mois, mais des fois pendant 3 4 mois y a rien qui m'intéresse, donc j'y vais pas. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai la chance de profiter d'un cinéma qui propose des tarifs qui sont abordables. Je crois que la place euh, normale pour quelqu'un de normal entre guillemets c'est 8 euros il me semble la séance, donc ça reste un budget. J'ai la chance voilà de payer 5 euros, mais j'ai conscience que c'est pas le cas de tout le monde, donc voilà pourquoi il y a 15 films dans ce récap, tout simplement parce que ces films m'intéressaient, mais j'ai aussi pu bénéficier d'un tarif qui était clairement abordable par rapport à la majorité des cinémas. C'est tout pour ce petit point sur le financement. Et puis c'est parti, on va se lancer dans le récap cinéma de 2025. En début d'année, je suis allée voir Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Alors c'est un film qui est sorti en 2024, fin 2024 il me semble. Malheureusement avec ma femme on a loupé la sortie et on a eu la chance de trouver des dernières séances en janvier 2025. Donc on en a profité parce que c'est un film que j'avais très envie de voir, c'est sur un chat, donc forcément ça m'intéresse. Et surtout les critiques en fait étaient très positives, donc il fallait qu'on aille jeter un œil. Alors au niveau de l'animation, moi j'ai trouvé ça chouette. C'est de plus en plus rare d'avoir une animation de ce style-là. Visuellement c'était très sympa. C'est selon moi un film qui est émouvant parce que tout se passe dans les expressions faciales des animaux. D'ailleurs, il n'y a que des animaux non humains dans ce film d'animation, donc pas de bonhomme, pas de madame, pas d'enfant non plus. Et tout passe en fait par les expressions faciales et le bruitage, les bruits des animaux, et puis après le reste, le vent, la pluie, etc. Et je trouve que c'est une autre manière de voir un film. J'avoue que j'avais un peu peur de décrocher parce que quand il n'y a aucune parole pendant 1 heure, je crois que c'était 1h20, 25 la durée du film. J'avais peur de décrocher. Finalement non, c'était en fait il se passe beaucoup de choses dans ce film. Je vous invite à voir la bande-annonce si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qui se passe, parce que je vais pas détailler pour chaque film. Je vais aussi éviter les spoils. Si jamais vous avez envie de voir ces films, je vais éviter de trop en dire. Mais du coup c'était voilà très émouvant par rapport à ça. Alors moi je vous avoue que le fait que le chat miaule, en plus c'est des vrais miaulements de chat qui sont pris, ça, moi j'ai très vite des frissons en fait, et j'ai eu 2 3 fois la larme qui coule. Donc voilà, je vais pas m'étaler 3 ans, mais c'était émouvant. Et par contre je vous avoue que j'ai pas compris toute l'histoire. Bon alors déjà il n'y a pas vraiment d'explication sur le pourquoi du comment ça commence. En fait, le synopsis, c'est que le monde se remplit d'eau, mais en fait, on sait pas d'où ça vient. On sait pas si c'est un tsunami qui a tout détruit, on sait pas grand chose. En fait, on voit des animaux qui tentent de survivre, qui coopèrent ensemble en fait pour survivre. Et je vous avoue qu'avec ma femme, on était un peu dubitatif parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est pas un film qui répond à des questions. C'est un film qui fait qu'on s'en pose plus en sortant de la salle qu'en rentrant. Donc ça pour le coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je pense par exemple aux enfants, si on emmène des enfants le voir, je le trouve tout à fait correct d'ailleurs pour des enfants. Je pense que les enfants auront 12 000 questions à poser et que malheureusement il n'y aura pas de réponse puisque
le film d'animation ne répond pas aux questions qu'on se pose. Donc c'est un petit peu dommage. Il y avait des trucs un peu... Bon après en soi c'est quand même... c'est pas tiré d'une histoire vraie, c'est pas quelque chose de réel. Voilà, on a des animaux qui coopèrent, mais il y a des animaux, c'est des proies pour certains. Et il y a tout ce truc-là, et ils coopèrent quand même ensemble. Donc ça déjà, c'est pas très très réaliste. Mais il y a des choses qui sont au-delà de la perception du réalisme. Et du coup, enfin, perso, j'étais un petit peu dubitative. Donc je l'ai bien aimé. D'ailleurs, je lui mets la note de 7/10. Je pense que c'est un bon film d'animation. Cependant, c'est pas quelque chose que je vais revoir régulièrement. Que voilà, je vais pas forcément chercher à avoir le DVD par exemple. Si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les DVD. Le revoir une fois comme ça dans quelques années, pourquoi pas, mais c'est pas un coup de cœur. Je suis contente de l'avoir vu au ciné. Le chat Flo est très très mignon, mais c'est pas voilà, c'est pas non plus mémorable de par cette histoire qui est un peu c'est un peu tiré par les cheveux, et le fait qu'on n'ait pas d'explication, ça m'a un peu laissé sur ma faim, on va dire ça comme ça. Je suis allée voir Lilo et Stitch en live action et je vous avoue que j'ai hésité parce que déjà j'étais pas emballée par l'esthétique de Stitch. J'étais vraiment restée sur la version dessin animé avec laquelle j'ai grandi. Et j'ai pas mal hésité avant d'aller le voir, et puis finalement je me suis dit que bon, c'était l'occasion. En plus le dessin animé j'aime beaucoup, donc pourquoi pas en vrai. Alors déjà, première surprise, le scénario est différent du dessin animé. Donc ça c'est plutôt cool parce que avec Disney c'est vrai qu'on a tendance à avoir du recyclage. Je pense au Roi Lion. Alors perso le Roi Lion live action j'avais adoré, enfin il me met les frissons autant que le dessin animé. Et c'est vrai qu'on a quand même des espèces de copier-coller. Alors il y en a qui sont complètement différents. Je pense à Mulan ou au Livre de la Jungle qui sont pas du tout identiques au dessin animé, mais d'autres sont identiques. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que Lilo et Stitch, c'était pas identique. Et c'était plutôt bien, même si j'ai regretté qu'il n'y ait pas la présence du capitaine Gantou. Si vous avez vu Lilo et Stitch en dessin animé, le capitaine Gantou, perso, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et là, il n'était pas là. Je pense qu'au niveau de la réalisation, peut-être qu'ils ont tenté, ils ont peut-être fait des essais, puis c'était pas concluant. Je sais pas trop. Parce que, par exemple, les deux extraterrestres, Picli et le professeur, ça va me revenir. Oh, comment il s'appelle? Il y a Capitaine Gantou, Expérience 626, Picli et Professeur. Bon, s'il faut, ça va me revenir tout à l'heure. Eux, en fait, ils sont plus en humain qu'en extraterrestre. Et là, je pense que c'est pareil pour une question de réalisation. C'était peut-être plus simple d'avoir des humains que des personnages en 3D. Enfin, je vous avoue que j'en sais pas trop plus. Je me suis pas penchée sur le sujet. Mais du coup, le scénario est différent. Alors, moi, je l'ai trouvé moins émouvant que le dessin animé. Parce que le dessin animé, moi, il me fait autant rire que pleurer. Surtout pleurer. Et plus je grandis, plus je vis, pire c'est. donc, j'ai pas eu les mêmes émotions. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. On peut pas on peut pas sortir en larmes à chaque fois d'une séance de ciné. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut aussi ne pas pleurer. J'ai été perturbée par la voix de Stitch parce qu'elle m'a beaucoup fait penser à celle de Gollum. Et alors, c'est pas la même, hein, clairement, mais il y a des airs. Et c'est un peu perturbant. Je vous avoue que quand on a Gollum en tête derrière, c'est pas la même chose. C'est un truc que les enfants n'auront pas. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils n'ont pas vu Le Seigneur des Anneaux. Mais moi j'avais Gollum derrière et c'était sympa. Il y a l'actrice de Sydney Fox, alors j'ai plus son nom, qui a fait une apparition dans Lilo et Stitch. Et je ne savais pas. Et du coup, quand je l'ai vue, j'étais trop contente parce que j'avais un crush quand je regardais Sydney Fox, l'aventurière, quand j'étais adolescente. Et là, la revoir, ça fait plaisir en fait, tout simplement. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a des petits clins d'œil à d'autres Disney. Je pense par exemple au personnage de David qui a un collier en forme d'hameçon, et en fait on dirait l'hameçon de Maui dans Vaiana. Voilà, c'est le genre de petits détails que j'aime bien. J'en ai pas repéré d'autres, mais après voilà, un seul visionnage au cinéma ça suffit pas pour repérer ce genre de détails. Pour la note, je vais lui mettre 7/10.
C'était sympa. J'ai quand même préféré Lilo et Stitch à La Petite Sirène, par exemple, en live action. Les chansons, c'est pas possible. D'ailleurs, dans Lilo et Stitch, il y a une ou deux chansons, je crois. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de je me lève, j'attrape un verre et je chante. Parce que ça, dans La Petite Sirène, enfin, elle le fait pas. Mais trop de chansons. Trop de chansons. Du coup, 7 sur 10 pour Lilo et Stitch. Je passe ensuite à Ballerina, qui n'est pas le film avec la petite danseuse pour enfants. Là, on parle d'un film qui est en lien avec les films John Wick. Alors, si vous n'avez pas vu John Wick, vous allez peut-être pas comprendre l'univers de Ballerina parce qu'on est vraiment dans la même thématique sur des tueurs à gages et tueuses à gages avec une société secrète, une société qui a ses propres codes, ses propres règles qu'il ne faut pas transgresser au risque de le payer de sa vie. Et ce film se déroule en fait entre John Wick 3 et John Wick 4 avec un début de film qui se passe avant le premier John Wick, il me semble. Donc il faut quand même avoir vu les John Wick avec Keanu Reeves pour situer un petit peu le contexte, je pense. C'est important, et aussi parce que ce sont de très bons films. Donc voilà, je vous invite à voir John Wick avant de voir Ballerina, en sachant que le fait que ça se passe entre John Wick 3 et 4, ça n'a pas d'incidence. Enfin, c'est-à-dire que le 4 est sorti avant Ballerina. En soi, si vous regardez d'abord les John Wick et Ballerina, il n'y a aucun problème. Enfin, moi j'avais fait dans ce sens-là, puisque c'était sorti comme ça, et il n'y a pas de souci dans la compréhension de l'histoire. C'est vraiment juste l'univers qui est le même, et le fait d'avoir vu John Wick, ça permet de le voir avec les bases de cet univers. Alors pour ce film, déjà l'actrice est super badass. Je sais pas si je l'avais déjà vu jouer dans quelque chose, je crois que oui. J'ai plus son nom, je suis désolée. J'ai travaillé cette vidéo, mais pas assez visiblement, puisque j'ai pas le nom du casting. Très bonne actrice qui rentre très bien dans cet univers, enfin vraiment, ça marche super bien. Les musiques sont incroyables, et ça, c'est pareil dans John Wick. Les musiques font vraiment quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup les voir au cinéma, parce que ça nous met dans une ambiance directement, on est dans l'action. Les bruitages aussi, c'est le cas dans John Wick, je me répète, mais vraiment, il y a un son apporté au bruitage qui est, selon moi, super important, qui nous met direct dans l'immersion en plus, là, c'est au cinéma, donc ça rajoute quelque chose, mais le fait d'entendre tous les petits bruits, les armes qui se rechargent, même les bruits de pas, etc. Tout ça, pour moi, c'est super important et ça aide dans l'immersion. Et là, avec Ballerina, on a les musiques et le bruitage qui sont excellents. Visuellement, il est magnifique, un peu comme John Wick, surtout les derniers, qui sont très travaillés au niveau de la lumière, au niveau de la photographie, des décors, etc. Là, c'est pareil, vraiment dans le même univers. Je sais pas du tout si c'est réalisé par la même personne, mais si c'est le cas, ça m'étonne pas, parce que ça reste vraiment dans la continuité. Et puis on a toujours l'hôtel continental avec ses fameuses règles, la monnaie qui est spécifique aux tueurs et tueuses à gages. Et on a aussi, alors moi ce que j'appelle les dames du téléphone, qui gèrent en fait tout ce qui est prime, etc. dans John Wick et dans Ballerina également. Donc tout ça on le retrouve, ce qui fait qu'on n'est pas tellement dépaysé, parce qu'en fait, mis à part les personnages qui changent, notamment le personnage principal, puisque là on n'est pas avec John Wick, on est avec, je n'ai plus son nom, mais on reste dans le même univers. On a aussi aimé, parce que je l'ai vu avec ma femme, on a aussi aimé le fait que chaque objet qui nous est montré sert à tuer. Alors, dit comme ça, cette phrase est très bizarre, hors contexte, c'est très bizarre, mais dans Ballerina et dans John Wick, le but en fait c'est de tuer, puisque ce sont des tueurs et des tueuses à gages. Et là, chaque objet est montré, mais quand je vous dis chaque objet, c'est s'il y a une casserole qui va servir à tuer quelqu'un, on nous montre cette casserole. Alors, c'est pas mis de manière tenez une casserole, mais c'est plutôt dans des plans qui sont un peu longs comme ça, et on voit les différents objets. Et puis, je crois qu'il y a des spatules, enfin, moi, il y a des combats dans une cuisine, et donc il se passe des trucs dans les cuisines avec les objets. Donc, évidemment, il y a les couteaux, mais voilà, je crois qu'il y a une marmite ou une casserole. Il doit aussi y avoir une poêle à frire, un peu comme réponse. C'est un petit soin au détail qui fait qu'on se dit ça va servir. Je lui mets la note de 8 sur 10 parce que j'ai vraiment passé un super bon moment devant Ballerina.
Ensuite, je suis allée voir un film. C'est le genre de film que je conseille pas forcément au cinéma parce que selon moi ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il s'agit du film Ange et compagnie. Alors honnêtement je suis allée le voir parce qu'il y avait Elodie Fontan qui a joué dans Clem, n'est-ce pas? Mais qui joue également dans les films de Philippe Lachaud. D'ailleurs ils sont mariés et je l'adore dans les films de Philippe Lachaud, vraiment j'adore. Enfin j'adore les films Babysitting, Nicky Larson, Alibi.com, ce genre de film, quand j'ai juste envie de me vider la tête et de me marrer, c'est ça que je regarde. Et vu qu'il y a Elodie Fontan dedans et que j'aime bien, je me suis dit que j'allais voir du coup Ange et compagnie. C'était bien, franchement c'est drôle. Alors c'est pas réalisé par Philippe Lachaud, hein, je précise, c'est pas du tout la même équipe. Et du coup l'humour n'est pas le même, c'est pas l'humour où on pose le cerveau et où juste on rigole des blagues potaches. Là c'est une autre forme d'humour. C'était sympa, mais de là à le voir au cinéma, voilà, pareil pour l'avoir en DVD, c'est pas forcément quelque chose que je vais rechercher. Il passera à la télé dans quelques années, je le regarderai parce que c'était sympa, mais pas mémorable et pas au point d'aller au cinéma pour le voir, selon moi. Donc voilà, c'était drôle, gentil, l'histoire était intéressante, ça m'a plu, je me suis pas ennuyée, mais c'est pas le genre de film qui selon moi mérite d'être vu au cinéma, c'est pas incroyable, donc je lui mets la note 6 sur 10. Ensuite, je suis allée voir Dragon en live action. Alors moi je suis une fan des 3 films Dragon de DreamWorks, vraiment je les trouve incroyables, ils sont vraiment bien faits. L'émotion est là, moi à chaque fois que je les regarde, je les connais par cœur, je les regarde et je pleure et c'est systématique. Donc j'avais envie de retrouver cette émotion avec le live action, ce qui n'a pas été le cas. J'ai pas été très... Alors je savais ce qui allait se passer, mais dans les autres aussi, je sais ce qui se passe et pourtant je pleure à chaque fois. Là, j'ai pas eu la même émotion. Est-ce que c'est parce que c'est réel entre guillemets? Je ne sais pas, j'ai pas ressenti les mêmes émotions. Paraît-il que c'était un bon film, visuellement il est très très beau, ils ont bien réussi les décors, les costumes aussi. Ça, vous savez, si vous me suivez, c'est important pour moi de faire attention à ce genre de détails. Alors les dragons sont super bien faits. C'est un peu ce que je redoutais et finalement ils sont tellement bien faits qu'on dirait des vrais. On s'attend à voir Croque-Mou qui débarque et qui est là devant nous, tellement c'est bien fait. Tous les dragons d'ailleurs, hein, je parle de Croque-Mou, mais tous les dragons sont vraiment très très bien faits. Donc plus un pour ça. Mais à part ça, je vous avoue que le film n'est pas non plus mémorable. Je préfère vraiment la version DreamWorks en 3D animation qui est déjà plus dans l'émotion pour moi. Et aussi parce que l'univers colle vraiment très très bien. Ils ont vraiment, enfin les 3 films, je les trouve c'est vraiment un tout. Et là, le live action, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'à part qui reprend les codes du premier dragon, tout ça, mais sans. C'est pas. Il manquait quelque chose, je pense. C'était très bien, mais il manquait quelque chose. Et à choisir, je préfère vraiment me tourner plus vers ceux de DreamWorks que celui-là, avec des vrais acteurs et actrices. Et pour la note, je lui mets la note de 7 sur 10, ce qui est quand même pas mal. Voilà, c'est pas un AV quoi. Je suis allée voir Différentes avec ma femme. Alors, c'est un film que je n'avais pas prévu de voir parce que c'est pas spécifiquement le genre de film que j'aime bien. Et encore une fois, encore moins au cinéma, le prix des places, tout ça, tout ça. Mais là, ma femme m'a dit qu'apparemment ça avait l'air sympa. Donc c'est un film qui parle d'autisme et on suit en fait la vie d'une personne autiste mais qui ne le sait pas, qui en fait fonctionne différemment des autres et qui ne comprend pas pourquoi jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle est autiste. Il me semble que c'est ça le synopsis du film. Donc, comme je disais, moi c'est pas mon style de film, en fait c'est un peu comme un film d'auteur, c'est pas vraiment mon style, c'est pas vraiment le genre de film que je regarde, même en règle générale, en dehors du cinéma. Même si là le sujet était très intéressant et que c'est important de le démocratiser, mais voilà, ça reste pas un film mémorable. Enfin, pour moi, c'est pas. Je me suis pas dit en sortant, waouh, trop bien, j'ai trop hâte de l'avoir en DVD. Pas du tout. Mais je suis contente de l'avoir vu, notamment pour soutenir parce que pour le coup c'est un film voilà, avec une petite équipe, tout ça. Par contre ça reste quand même typique des films français, c'est-à-dire que l'articulation elle n'y est pas. Je ne sais pas ce qu'ont les acteurs et les actrices en France pour ne pas articuler. Je suis chez moi devant un film que j'ai enregistré, si je peux mettre des sous-titres,
je mets des sous-titres parce que je ne comprends pas. Alors, je sais que j'ai une oreille qui est sourde et l'audition de l'autre, elle est pas... Voilà. Mais articuler, les gars, quoi. C'est un truc qu'on apprend au théâtre. Tous les ans, début d'année, on fait des cours sur l'articulation. Et je ne comprends pas pourquoi, lors d'un tournage, on ne dit pas aux acteurs et aux actrices d'articuler quand ils parlent. Je comprends. Vraiment, ça, je suis ressortie de là, c'est la première chose que j'ai dite, c'est ils articulent pas. Et j'ai l'impression aussi, donc là c'est pas propre au film, enfin un peu comme l'articulation, j'ai l'impression que c'est propre à pas mal de films français notamment, c'est le côté blasé. T'as l'impression que les gens sont blasés d'être là, blasés de jouer. Limite même quand il y a une fête, ils sont blasés. Tous les acteurs et actrices de ce film, c'était pas un ou deux, c'était tous. Donc ça c'est dommage. L'articulation aussi, ça c'est vrai que euh, c'est propre à la France de ne pas articuler dans les films et séries. Du coup pour ce film, bah, comme je vous ai dit, c'est un film qui est pas du tout dans mon style, donc quelqu'un qui aime ce genre de film lui mettra sans doute une meilleure note. Dans mon cas, c'est un 5 sur 10 et désolé. Je suis allée voir Elio. Alors de base, j'étais pas sûre d'aller le voir parce que l'histoire en elle-même, enfin j'avais lu le scénario, ça cassait pas trois pattes à un tout fou, quoi, on va dire ça comme ça. Donc je suis quand même allée le voir parce que c'est un Disney Pixar, que généralement Pixar ne me déçoit pas. Malheureusement, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà présentes dans d'autres Disney et d'autres Pixar et qui là revenaient un peu en condensé. Donc j'ai pas forcément accroché. Genre après, visuellement, bah, c'est un Pixar. Ils sont toujours visuellement incroyables, la réalisation, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est très très beau. La colorimétrie aussi est très belle. J'ai pas du tout accroché par contre aux méchants d'histoire. J'ai pas accroché, vraiment. Ça m'a même plus dégoûté qu'autre chose. Alors pas dans leur caractère ni quoi que ce soit, c'est plutôt visuellement. Le visuel des méchants m'a pas j'ai pas été convaincue. Après, l'histoire en elle-même est sympa, même si je la trouve pas mémorable. Je me souviens pas du tout. Je me souviens pas non plus du nom des personnages, à part Elio, mais parce que c'est dans le titre. Euh, mais ouais, mitigé. Franchement, vraiment mitigé. Je pense que c'est peut-être même la première fois qu'un Disney Pixar me laisse dubitative à ce point. J'espère que ce sera pas le cas des autres qui suivront. Parce que parce que c'est dommage en fait d'être déçu par quelque chose qui d'habitude nous plaît beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Après, je regrette pas d'être allée le voir parce que c'est toujours une expérience de plus au cinéma. Mais pour la note, je lui mets un 5 sur 10. Mais ouais, pas convaincu des masses. Je suis allée voir Jurassic World avec Scarlett Johansson et l'autre. J'ai oublié son prénom. D'ailleurs, il m'a fait beaucoup penser à Milo dans Atlantide. Et ce serait pas étonnant qu'il soit engagé pour jouer Milo si un Atlantide live action venait voir le jour. Ça se dit ça? Venez à voir le jour. Venez voir le jour. Venez à voir le jour. Oui. Bon, si un Atlantide sortait en film, quoi. Alors, Jurassic World. Visuellement très sympa, ça se passe en plus dans la jungle en grande partie, donc voilà, visuellement c'est sympa. Alors à force de voir des Jurassic Park, Jurassic World, etc., le scénario devient prévisible, je pense que c'est difficile de se renouveler et d'habitude moi qui essaie quand même d'anticiper les films mais pas trop histoire de quand même garder des surprises, là j'ai pas été tant surprise que ça. Sauf par le dinosaure, vous savez maintenant dans les nouveaux Jurassic, le dinosaure c'est toujours plus. Et ben là, celui-là, il m'a surpris. Et il était sacrément dégueulasse. Il était moche et il avait rien d'un dinosaure. Ils ont fait joujou avec la génétique et du coup, c'est plus un alien dinosaure, un xénomorphe dinosaure, un xénomorphe Zor. Mais après, très impressionnant et tout ça, voilà, ça reste Jurassic. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on va le voir, c'est pour avoir un petit peu de frisson, d'adrénaline, tout ça. Alors, il y a des situations qui sont improbables. Bon, après, soit on ne regarde pas Jurassic pour voir des situations réelles, puisque
puisque c'est Jurassic avec des dinosaures qui reviennent parce qu'on les a créés en laboratoire. Espérons que ce jour n'arrive jamais, en vrai, mais bon, espérons. Mais il y a des situations qui sont quand même à un moment, donc si vous avez vu le film, vous allez voir de quel passage je parle. Il y a un canoë qui est indestructible, mais en fait c'est un canoë gonflable. Il n'est pas censé être indestructible, et là il l'est. Et moi, ce genre de situation, ça me fait marrer parce que c'est ridiculement ridicule en fait. Et on prend pas au sérieux ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment plus pour rigoler. Enfin, moi, je les vois comme ça. Autant les premiers, je trouvais qu'il y avait l'émotion. Autant les derniers qui sortent, je pense que. Enfin, pour rigoler. Oui et non, on n'est pas sur de l'humour non plus. Mais il y a des situations qui font pas mal rire. Quoique c'est aussi le cas dans Jurassic Park. Bon, en soi, on n'y va pas pour pleurer, on y va plus pour voir du dinosaure. J'ai bien aimé dans ce film suivre deux groupes, donc un groupe composé de gens lambda comme vous et moi et un groupe composé de militaires. C'était déjà le cas dans le Jurassic 3, 2, 1. Non, c'était le cas dans le Jurassic 3, il me semble. Et là, bah, on a un peu le même style et bon, j'ai bien aimé. J'ai accroché au personnage, c'était sympa. Je sais pas s'il y aura une suite de prévue, je sais pas si Scarlett Johansson va rempiler pour un Jurassic, mais en tout cas, c'était pas mal. Je lui mets la note de 7 sur 10. Voilà, c'était pas mémorable, mais c'était pas mal de le voir au cinéma. Je suis allée voir Bad Guys 2. Alors, quand j'ai vu que c'était à l'affiche, je savais même pas qu'il y avait un 1. J'ai eu de la chance que ça passe à la télé parce que j'ai pu l'enregistrer et le voir avant d'aller voir le 2. Et je connaissais pas du tout en fait avant de voir que c'était à l'affiche. Je pense que ça a dû sortir peut-être pendant le confinement ou j'étais complètement passée à côté. C'est vraiment génial. L'animation elle est au top et un peu comme Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, c'est une animation qui est différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc ça, je trouve ça appréciable. Donc l'animation est très belle, il y a des punchlines mais j'allais dire à la minute, mais même pas, il y a 15 punchlines à la seconde. Il y en a même trop parce qu'en fait j'ai eu des moments de ah mais ça se trouve, attends il a dit quoi là, ah mais oh, et en fait ça va très très vite, en fait c'est très rythmé et je me dis même que pour des enfants, alors je pense à des enfants peut-être de 6-7 ans, je pense que le film est adapté, mais alors la rapidité, que ce soit des punchlines, de la rapidité comment dire, des actions qui se passent, je pense qu'un enfant de 6-7 ans, il est comme ça. C'est pas un jugement, hein, c'est pas une critique, c'est juste que je pense qu'il est peut-être pas adapté aux petits. Les blagues vont très vite, donc je pense qu'un enfant ne va pas forcément comprendre, n'aura pas le temps de comprendre. Et visuellement, il est aussi très rapide. Quand ils sont en voiture, ça fuse. Ils sont pas du tout à 90 km/h, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai bien aimé le fait que ça soit très rythmé comme ça fait qu'on s'ennuie pas. Alors, pour le coup, le scénario était quand même plus crédible dans le premier que dans le 2, mais on reste dans des films d'animation. Tout comme Dragon, ça n'existe pas en vrai. On reste dans de l'animation, donc on peut se permettre de faire en sorte que ça soit pas très très crédible. Néanmoins, toutes les questions qu'on se pose, il y a quand même des réponses. C'est pas comme Flo où là on n'a pas de réponse. Là dans celui-là oui. Et je pense que la fin laisse présager d'une suite. Donc s'il y a une suite, j'irai la voir parce que franchement j'ai vraiment bien aimé le 1 et le 2. D'ailleurs le loup, parce que le personnage principal c'est un loup qui s'appelle Lou d'ailleurs. Il ressemble beaucoup au loup de la pub Intermarché. Et on est un peu dans le même style d'animation. Je pense que c'est pas exactement la même chose, mais on n'est pas loin. Et du coup, il m'y fait penser. Et pour la note, je mets un 7 sur 10. Ensuite, je suis allée voir Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Et je vous avoue que j'avais jamais vu les précédents, enfin je les ai toujours pas vus. Il faudra que je me penche dessus, parce que si c'est comme celui que j'ai vu, ça promet d'être barré. Il paraît que c'est barré, donc je vous avoue que j'y connais vraiment rien sur ces films-là. Faudra que je me renseigne pour les voir. Là, j'y suis allée parce qu'il y avait Liam Neeson, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et également Pamela Anderson. Et c'est une actrice en fait que j'ai vue dans très très peu de choses. Donc là, j'aime bien la voir. En plus, maintenant, elle ne se maquille plus.
elle apparaît naturelle et je trouve ça vraiment très bien. Et le fait qu'il y ait surtout Liam Neeson, ça a beaucoup joué parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Moi je l'ai découvert dans Star Wars La Menace Fantôme d'ailleurs. Et après je l'ai vu dans Taken et en fait il a des rôles quand même qui sont sérieux. Et là dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout sérieux et ça change de le voir dans ce genre de rôle. C'est un film complètement barré, mais alors il n'y a aucune action sérieuse, même quand ils sont censés être sérieux, ils le sont pas du tout. J'avais retenu des blagues sur le moment, bon, je les ai oubliées depuis la séance où je suis allée le voir, mais à un moment il y a Pamela Anderson, bon, j'ai plus son prénom dans le film, qui vient voir Liam Neeson, pareil j'ai plus son prénom, elle vient le voir pour une enquête et il lui dit bon bah oui on va en discuter, prenez une chaise. Et en fait elle prend la chaise et elle s'en va en lui disant merci pour la chaise. Et le film, c'est que ça, tout le temps. Vraiment, c'était très très drôle. Je me suis surprise à rire ouvertement pendant le film parce que c'était vraiment très très drôle. Alors, j'ai pas eu toutes les références des précédents volets, donc il y a des choses que j'ai pas percuté parce que je les ai pas vues. Donc si vous les avez vues, n'hésitez pas à voir celui-là parce que je pense que vous aurez les références. Et même si on n'a pas les références, il y a quand même beaucoup de blagues dans le film qui n'ont pas de rapport avec les précédents. Et ça, vraiment, c'est pour passer un très bon moment. C'est vraiment sympa. Et je mets la note de 8 sur 10 parce que j'ai vraiment beaucoup ri pendant ce film. Je suis allée voir Shaun le Mouton parce que j'adore ce que font les studios Harman. Et c'est vrai que dès qu'ils sortent quelque chose, j'ai envie de le voir. J'ai envie de les soutenir. C'était pas écrit dans la description du film. Mais en fait, c'est pas un film, c'est une série de courts-métrages. Je crois qu'il y avait 4 courts-métrages, je dis pas de bêtises. Et j'avoue que j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à voir un film. J'avais bien aimé Shaun le Mouton, le film. Et non, en fait, c'était une série de courts-métrages qui n'avaient pas forcément de lien les uns avec les autres. Donc on savait pas trop si ça se passait avant, après. C'était vraiment 4 courts-métrages mis ensemble pour faire une séance ciné. Après, en soi, j'aurais dû me renseigner avant d'y aller parce que je pense que si j'avais su que c'était des courts-métrages, je serais peut-être pas allée voir. J'aurais aimé un film avec une continuité, tout ça. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même sympa. L'humour est très british, n'est-ce pas? Ça, c'est la signature des studios Harman. Alors, pour le coup, c'était vraiment adapté aux tout petits. D'ailleurs, il y avait un groupe d'enfants, je dirais entre 3 et 4 ans, qui sont venus le voir. Je pense que c'était adapté pour eux parce que je les ai entendus rire pas mal de fois pour des situations qui, perso, en tant qu'adulte, ne me faisaient pas rire. Mais bon, voilà, c'était adapté pour eux. Je trouvais qu'il y avait des gags qui étaient un peu redondants dans le sens où je les avais déjà vus dans Voilà, c'est gros mythe, notamment. Donc, si on les a vus, on peut se dire que ça y ressemble. Et si par contre on les a pas vus, c'est une découverte. Mais là, moi j'avais vu Voilà, c'est gros mythe parce que je suis une fan de Voilà, c'est gros mythe. Et du coup, j'ai tout vu plusieurs fois. Donc voilà, j'avais en tête les gags. Et là, ils étaient repris. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais bon, après, pour un public jeune qui n'a pas vu les précédents travaux des studios Harman, là c'est une découverte et du coup c'est drôle pour eux. Il n'y a pas de jeu de mots type Voilà, c'est grand mythe, parce que dans Voilà, c'est grand mythe, il y a cet humour très british qui nous permet d'avoir des jeux de mots qui sont vraiment vraiment pas mal. Et là, il n'y avait pas tout ça parce que c'est destiné à un jeune public. Et le fait que les personnages, par exemple les humains, ne parlent pas dans Shaun le Mouton, je vous avoue que je ne comprends pas trop ce parti pris. Parce qu'à part faire des grommelements, je sais jamais dire ce mot. Je sais pas, les humains ne parlent pas, les animaux non plus, personne ne parle en fait dans Shaun le Mouton. Il y a les moutons qui font bé et voilà. C'est pas ce que je préfère de la part des studios Harman, je préfère vraiment Voilà, c'est gros mythe et Chicken Run. Mais Shaun le Mouton, ça reste sympa. Les moutons sont très très attachants, notamment le tout petit, je sais pas comment il s'appelle là, mais qui fait tout le temps comme ça. Il est vraiment trop mignon. Sur l'affiche, il y avait des lamas et c'est pour ça aussi que j'avais envie de le voir parce que les moutons, les animaux, tout ça, on a l'habitude avec Harman. Mais les lamas, j'avais jamais vu. Et alors, c'est ceux qui m'ont fait le plus rire dans tout le truc parce que vraiment, ils avaient une dégaine vraiment trop drôle. Et je m'attendais pas à ce genre de personnage, donc j'en dis pas plus.
N'hésitez pas à me demander par message privé tout ça si vous voulez en savoir plus sur les lamas. Mais je m'attendais pas à ce genre de personnage pour des lamas dans Shaun le mouton et finalement c'était peut-être mes personnages préférés mis à part le tout petit mouton trop mignon là, de Shaun le mouton, enfin de cette série de courts-métrages. Voilà, c'était sympa, mais je préfère grandement voilà c'est et Chicken Run, mais je vais arrêter de me répéter et je vais vous dire la note que je donne à cette série de courts-métrages. Je donne 6 sur 10. Ça va. Franchement, ça va. Avec ma femme, on est allé voir Wicked partie 2. Et d'ailleurs, dans le récap de l'an dernier, je disais Wicked. Mais apparemment, ça se dit Wicked, même en anglais. Donc je vais dire Wicked. Et puis, si je me trompe, tant pis. Pour cette partie 2, les costumes et les décors sont toujours aussi incroyables. Vraiment, j'ai pris plaisir à regarder, notamment les costumes. Les costumes. Ah, c'était trop beau. D'où l'importance, je pense, de le voir au cinéma. Parce que on en prend vraiment plein la vue. On a été surprise de voir qu'il était plus disponible en salle très rapidement. C'est-à-dire qu'à peu près un peu plus d'un mois, une semaine après sa sortie, il était plus disponible en salle. Et j'ai pas compris. Alors, soit il a fait un flop, soit il y a eu un problème, je ne sais pas. Mais normalement, les films, surtout quand c'est des blockbusters et tout ça, ça reste quand même un moment. Là, un mois et une semaine après, il était plus en salle. Donc, si vous avez une explication, n'hésitez pas à me la donner parce que j'avoue que j'ai pas compris. Pour en venir au film, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une lenteur dans les dialogues et dans certaines scènes. Le film est long parce que je crois qu'il dure presque 3 heures. Il me semble que c'est 2h50, quelque chose comme ça. Il y a des lenteurs, mais qui selon moi pourraient faire retirer 20 minutes au film tellement c'est lent. Mais pour des choses basiques, c'est un peu comme dans les Disney où on chante quand on attrape un verre d'eau ou on se lève de sa chaise. Là, c'était genre, je vais ouvrir un grimoire. J'ai ouvert le grimoire. Tu vois, enfin, ça prenait du temps et je crois que j'ai regardé l'heure à un moment parce que ça devenait lent en fait, enfin long. J'ai eu envie un peu de m'assoupir à certains moments. Ce qui est quand même assez rare chez moi, j'ai plutôt une bonne attention devant les films. Mais là, ouais, la lenteur des dialogues ou de certaines scènes, c'était un peu trop. Et pour les chansons, donc j'avais dit que dans le premier, les chansons étaient quand même... Enfin, c'est une comédie musicale, hein, donc ça chante. Là, j'ai l'impression qu'il y en avait peut-être moins. Je m'attendais à entendre plus de chansons. J'ai l'impression qu'il y en avait moins, faudrait peut-être comparer le 1 et le 2. Mais par contre, elles étaient... alors, écoutables, certes, mais pas mémorables. Je ne me souviens pas des chansons du film. Je sais que dans le premier, j'étais ressortie, je les avais dans la tête et puis c'est resté quelques jours. Autant là, pas. Enfin, je sais pas, ça m'a moins marqué et je l'ai moins apprécié. Non pas que le premier était... Enfin, j'ai eu du mal avec le côté comédie musicale et puis l'histoire m'a pas marqué tant que ça. Mais là, le deuxième... ouais. Un seul et même film, avec tout ça, ça aurait été peut-être vraiment indigeste. Mais là, deux films. Enfin, la deuxième partie était selon moi trop longue. Ils auraient dû enlever certains passages ou en tout cas accélérer la cadence parce que j'ai trouvé qu'il y avait des moments. Donc, un peu mitigé. Je mets la note de 7 sur 10 parce que bon, on est sur des vrais décors, il me semble, pour la plupart des décors qu'on voit. Les costumes sont incroyables. Oui, d'ailleurs, on l'a vu en version originale sous-titrée français. C'était le cas aussi l'an dernier. Et d'ailleurs, pour le 2, ils ont sorti donc la version française avec les chansons en anglais, une version française avec les chansons en français et une version originale sous-titrée français. Parce que je pense que l'an dernier, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait de remplacer la voix, notamment d'Ariana Grande. Pas l'intérêt de remplacer en français. Tu mets des sous-titres et comme ça tu gardes la voix. En plus, les actrices ont chanté sur le tournage directement pour pas faire du playback. Donc voilà, mais toujours est-il que les chansons n'étaient pas mémorables pour celui-là, donc la note de 7 sur 10. Je suis allée voir Insaisissable 3, j'avais beaucoup aimé le 1 et le 2, que j'ai d'ailleurs en DVD, mais que j'avais pas eu l'occasion de voir au cinéma à l'époque. Et là, 10 ans après, on retrouve l'équipe au complet, ou presque, pour le troisième opus. Alors, ça fait plaisir de retrouver l'actrice du 1 et l'actrice du 2, puisque dans le 2, l'actrice du 1 était partie pour
un autre projet professionnel. Et la deuxième était là. Je me suis demandé avant de voir le film, parce que j'ai vraiment gardé tout secret, enfin je voulais pas savoir ce qui se passait dans ce film là. Je voulais savoir s'il y allait avoir l'actrice du premier ou l'actrice du 2, et finalement il y a les deux. Donc ça c'est trop bien, c'est bien d'avoir les deux et pas d'avoir fait un choix en mode oh c'est pas qui prendre, bah, prenons les deux. Donc j'ai trouvé ça cool. Il y a Rosamund Pike qui est dedans, qui est une actrice que j'adore, que j'ai vue dans le film Gone Girl, qui est incroyable. J'ai réussi à être surprise, j'ai anticipé des choses et finalement ce que j'avais anticipé dans le film, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc bah moi ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que quand on anticipe l'histoire et que finalement ça se passe comme on l'avait imaginé, bah on se dit yes j'ai réussi, mais d'un côté on se dit c'était peut-être prévisible. Et là ben, c'était pas le cas. J'ai été agréablement surprise. Vraiment, j'étais contente de voir Insaisissable 3 au cinéma. Et je lui mets la note de 8 sur 10. Avec ma femme, nous sommes allés voir Avatar de feu et de cendres. C'était le film que j'attendais le plus cette année. Moi, Avatar, j'adore le premier. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Beaucoup apprécié le 2, même si bon, il y a des trucs. Voilà. J'avais très très hâte de voir le 3. On a eu la chance de pouvoir le voir 2 fois et on l'a beaucoup plus apprécié lors de la deuxième séance parce qu'on connaissait l'histoire de fond et qu'on a pu se concentrer sur les détails. Et vraiment, j'ai adoré Avatar 3. Bon, les décors sont sublimes. Bon, après, c'est Avatar, hein, clairement. On passe un moment visuel au cinéma avec Avatar. C'est le cas de tous les Avatars. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on y va. C'est que c'est une claque visuelle en fait. C'est vraiment genre waouh. Il y a des moments où on s'est regardé avec ma femme en mode oh waouh, ça c'est beau. J'ai adoré la nouvelle personnage qui est présente sur l'affiche. Je ne m'attendais pas du tout à ça la concernant. J'en dis pas plus, je vous laisse la surprise de la découverte. Mais je m'attendais pas à ça. Et j'ai été surprise, mais alors agréablement surprise parce que j'adore cette personnage. J'adore. J'ai rien d'autre à dire, j'adore. De ce que j'ai lu, le 2 et le 3 devaient être un seul et même film. Et un film de 6 heures au cinéma, clairement, ça passe pas. Donc James Cameron a coupé, et je crois même qu'il a coupé pour pouvoir développer plus certains personnages, même si je trouve là que dans le 3, certains personnages manquent de développement. Enfin, j'espère, parce que normalement il y aura une suite, il y aura un 4 et un 5. J'espère qu'il y aura des développements sur les personnages auxquels je pense. D'ailleurs, j'ai cherché pour voir quand est-ce que sortait le 4. Ça sera en 2029, fin 2029. Et le 5, ça sera fin 2031. Ouais. Et pour en venir à celui-là, Neytiri est très présente et j'ai adoré, parce que c'est un peu le reproche que j'avais fait au deuxième, c'est qu'elle était beaucoup moins présente, c'était très centré sur les enfants de Neytiri et Jake, et là elle est présente et moi c'est mon personnage préféré, donc je suis ravie, plus que ravie même. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense à Neytiri, les Na'vi sont très peu vêtus, néanmoins c'est le cas dans tous les films, mais dans celui-là j'ai trouvé que c'était encore plus le cas. Il y a des changements de costumes selon les scènes, selon ce qui est prévu, et Neytiri change peut-être 6 ou 7 fois de tenue, je crois. Je n'ai pas compté, c'est un chiffre que je vous donne un peu comme ça au hasard, mais il y a eu des changements de tenue, et même s'il n'y a pas beaucoup de vêtements, moi qui aime trop les costumes et tout ça, là j'ai vraiment adoré. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a moins d'empathie envers les animaux vis-à-vis des Na'vi. Dans le premier, quand Neytiri perd son Iklan, je crois que c'est ça, elle est vraiment très triste et on se met, enfin moi perso, je me mets à sa place et j'ai toujours une petite larme à ce moment-là. Là j'ai trouvé que dès qu'un Na'vi perdait un animal, c'était triste, mais peut-être pas tant que ça, enfin c'était moins... Alors après ça a été développé dans le premier, donc je pense qu'ils vont pas, ça va pas être redondant à chaque fois. Donc ça c'est ce que j'avais écrit après l'avoir vu la première fois, et finalement lors de la deuxième séance ça m'a un peu plus marqué. Alors peut-être parce que je savais ce qui allait se passer, mais du coup j'ai trouvé que c'était quand même montré, peut-être moins présent que dans le premier, mais c'est montré quand même. Mais ça j'espère que c'est pas quelque chose qui va se perdre, parce que
Dans le premier, c'est vraiment montré que les Na'vi ont une, une empathie envers les autres êtres vivants. Pour eux, tout est important, chaque vie compte. Et là, ça se perd un petit peu, mais voilà, encore une fois, on ne peut pas développer à chaque fois, en sachant que ça a été fait dans le premier. Donc voilà, ça c'était une petite critique que j'avais à faire. Et ensuite, je voulais rebondir sur des choses que j'avais lues à droite à gauche, notamment sur le fait que les gens ont trouvé que c'était très similaire aux deux et que du coup c'était très redondant. Je suis d'accord sur certaines choses, notamment la partie les parties combat où au début les méchants qui l'emportent un peu, après les gentils reviennent et puis après il y a un mélange des deux. Mais ça c'est un peu le cas dans tous les films d'action ou presque. Je pense par exemple au Seigneur des Anneaux, ça fonctionne dans ce même schéma. Donc je pense que c'est compliqué de faire autrement ou que c'est pas envisagé, juste tout simplement. Mais par contre, j'ai pas trouvé que c'était ressemblant aux deux, surtout après avoir vu que c'était le 2 et 3 étaient censés être un seul film. J'ai pas trouvé que c'était ressemblant parce que pour moi il y a quand même eu des bonnes surprises, notamment au niveau de nouveaux personnages. Il y a du manque de développement selon moi, mais vu qu'il y a des suites qui sont prévues, attendons de voir les suites et de voir ce que ça va donner. Et encore une fois, à la base, ça devait faire un seul et même film. Et le développement n'était pas possible avec si peu de temps, même si c'est 6 heures les deux films. Donc accrochez-vous quand même, parce qu'il faut une sacrée attention pendant le film. Faut pas avoir envie de faire la sieste, clairement. Mais en tout cas, moi j'ai passé un super bon moment. Ma femme aussi, on a vraiment apprécié encore plus à la deuxième séance. Autant la première c'était un peu mitigé. C'était une salle qui était pleine aussi, je n'ai pas précisé, mais première salle remplie. En fait, quand on a acheté les places, il y avait 153 places disponibles et on s'est dit oh bah cool. C'était une salle de peut-être 500 places qui était pratiquement pleine et qui s'est remplie quand nous on s'est installés. Je pense qu'après il restait peut-être 10 sièges disponibles. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Là ça nous a un peu perturbé. Après on l'a vu, ça faisait même pas une semaine qu'il était sorti. Donc évidemment qu'il allait avoir du monde. Mais on voulait éviter tout spoil. On voulait vraiment avoir la surprise du film. Donc on y est allé là, mais on a plus préféré la deuxième séance qui pour le coup était dans le cinéma associatif où là on était peut-être une vingtaine sur une salle de 150 places ou 200 places, je sais pas trop combien il y a de places dans cette salle, mais il y avait moins de monde et c'était plus appréciable. Et comme je le disais, on a pu se focaliser plus sur les détails puisqu'on connaissait l'histoire. Donc je suis très contente d'être allée le voir deux fois. J'ai bien évidemment hâte que le DVD sorte. Voilà, j'ai trop hâte. Puis du coup, je vais vous donner la note pour Avatar de feu et de cendre et je lui donne un 9 sur 10. Voilà. Et je termine avec Zootopie 2 que j'avais très hâte de voir parce que j'ai adoré le premier, que j'avais également vu au cinéma. C'était avec ma mère d'ailleurs. J'attendais avec impatience de le regarder. J'avais vraiment peur de le louper parce que comme je vous disais pour Wicked, au bout d'un mois il n'y a plus de séance. Et là Zootopie j'avais peur que ça fasse pareil. J'avais vraiment peur de le louper. Et finalement on a pu le voir. Donc, alors le duo iconique est de retour hein, évidemment. Alors c'est un duo qui avec ma femme nous a souvent fait penser à nous. Donc à ma femme et moi. Et là dans le 2, mais ça s'est révélé encore plus vrai puisqu'il y a plein de situations qui collent autant avec elle qu'avec moi et vraiment c'est voilà. Je vous laisse d'ailleurs deviner qui vous pensez, enfin je pense que les personnes qui me connaissent sauront qui est qui, mais d'après vous, est-ce que je suis Jodie la lapine ou est-ce que je suis Nick le renard? Voilà, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Comme dans le premier, il y a énormément de détails visuels. Je pense que le jour où je l'ai en DVD, celui-là, je m'épose tout le temps pour voir tous les détails parce que c'est hyper minutieux, c'est hyper précis. Et là, au cinéma, on n'a pas le temps de tout voir parce qu'il y a trop de choses. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps de Sofiane. Je vous affiche la miniature juste ici. C'est sur les détails cachés de Zootopie, du 1 et du 2. Et il y a des détails partout, il y a des références à plein de trucs, à de la pop culture et c'est trop bien. Donc là pareil dans le 2 il y a plein de détails. Clairement au cinéma on n'a pas le temps de tout voir donc ça donne vraiment envie de le revoir. Alors il y a beaucoup de félins, je suis ravie, donc c'était déjà le cas dans le premier
avec cette histoire de prédateurs qui redeviennent des prédateurs pour chasser les proies, tout ça. Là, dans le 2, ben, il y a des félins. Et bah, moi, je suis ravie dès qu'il y a des félins. Alors, il y a moins de présence dans la ville de Zootopie par rapport au premier, mais en même temps, je chipote parce que le premier, ça se passe vraiment dans la découverte de la ville, puisqu'on a Jodie qui découvre Zootopie, qui vient y habiter pour la première fois, et dans le 2, bah, elle y habite depuis un moment, donc il y a moins ce détail de la ville, de comment ça se passe et tout ça. Et ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans le premier. Et en même temps, on peut pas refaire la même chose. Faut un petit peu sortir du cadre. Et donc, je chipote clairement. Mais ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué. Mais pour le bien de l'histoire, il fallait que ça aille un petit peu plus loin que de rester dans la ville de Zootopie. Alors, par contre, je n'ai pas aimé les nouveaux personnages. Le serpent qui est sur l'affiche, donc je vais pas vous en dire plus. Je l'ai bien aimé. Ça va. Franchement, ça va, c'est mitigé. Mais par contre, il y a deux autres personnages auxquels j'ai pas accroché. Alors, je vais peut-être pas dire. Je vais pas dire ce qu'ils font. Je vais juste dire le castor et le cheval. Comme ça, si vous avez vu, vous savez de quoi je parle. Par contre, si vous l'avez pas vu, bah ça vous spoil pas trop. J'ai pas accroché. Ouais, j'ai à voir au revisionnage de Zootopie. Mais là, au ciné, c'était pas. Voilà, j'ai un peu eu des moments de. Bon, pas incroyable. Alors, par contre, j'ai trouvé ça dommage que les poissons ne soient pas considérés comme des êtres vivants dans Zootopie. Alors, autant dans le premier, il n'y avait pas du tout de poissons. Là, dans le 2, j'ai trouvé ça dommage que les poissons, donc en fait, il y a des animaux bah, type dauphin, lion de mer, etc., qui mangent des poissons et qui, du coup, en mangent dans Zootopie 2. Mais donc vous allez me dire, bah, c'est normal, c'est leur source de nourriture. Mais en même temps, dans le premier, on ne voit pas les prédateurs qui mangent de la viande, qui chassent volontairement, j'entends, parce que si vous avez vu le premier, bon, vous savez un peu de quoi ça parle, l'enquête sur les proies, les prédateurs, tout ça, tout ça. Là, j'ai trouvé ça dommage, en fait, de montrer les poissons. Enfin, en fait, il y a toujours cette image de la militante végane qui revient. Il y a toujours cette image de ben, les poissons, en fait, ils sont à part parce qu'ils parlent pas, parce qu'ils font pas de bruit, parce qu'on les entend pas. Et je trouve ça dommage. Et là, c'est vrai que dans Zootopie, ça me surprend et bah, ça m'attriste un peu, en fait, de voir que tous les animaux sont considérés. Même le tout petit hamster nain, il a sa place dans Zootopie. Mais pour autant, les poissons, eux, sont complètement laissés de côté. Et je trouve ça dommage. Pour moi, c'était pas nécessaire de montrer des poissons se faire manger par d'autres animaux, étant donné que dans le premier, on ne voit pas bah, les fauves, par exemple, manger une gazelle ou autre. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Et j'en reviens à la pub Intermarché avec le loup, où tout le monde dit oh, il est végétarien. Non, il mange du poisson en fait, donc non, il n'est pas végétarien. Il a peut-être ajouté du végétal dans son alimentation, mais il n'est pas végétarien parce qu'il mange du poisson. Pour en revenir à Zootopie 2, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je lui mets la note de 8,5 sur 10, mais je préfère quand même le premier, après avoir au revisionnage, mais j'ai quand même une préférence pour le premier. Néanmoins il est très très bien, si vous avez l'occasion de le voir, bah, allez-y, parce qu'au niveau de l'animation c'est excellent, au niveau des références pop culture et tout, il y en a mais des tas et des tas et des tas. On n'a pas parlé pendant le film avec ma femme parce qu'on était au cinéma et que bon, le but c'est de regarder le film, mais je pense que quand on aura le DVD on va faire pause et on va parler de tout ce qu'on voit parce que je pense que c'est un film devant lequel tu as envie de rester 3 heures pour parler de tous les petits détails tellement il y en a. Donc voilà, ça j'ai apprécié. Sur ce, ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des films de cette liste ou si vous avez vu d'autres films au cours de l'année. N'hésitez pas aussi à me dire si vous les avez aimés, si les notes sont à peu près similaires à ce que vous avez pensé de ces films. N'hésitez pas. Et puis, ben, du coup, je vous invite à mettre des pouces si c'est pas déjà fait. Peut-être que vous l'avez déjà fait en début de vidéo. Et à vous abonner. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.